Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 79. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice de combinatoire, un nouvel exercice donc de dénombrement. Il va falloir ici compter le nombre d'involutions qu'il y a dans un ensemble à n éléments. Donc c'est un exercice qui est tout à fait faisable en deuxième année de classe préparatoire et qui aussi contient une partie, donc notamment le début de résolution que je vais vous proposer, puisque je vais vous donner un plan d'attaque. Le début de résolution que je vais vous proposer pourra tout à fait se faire en première année de classe préparatoire. Puisque bon, le but est de faire aussi un peu de combinatoire, de dénombrement, quelque chose qu'on n'aime pas trop faire, hein, je le sais, parmi vous en classe préparatoire, mais je pense que ça peut être vraiment l'occasion de travailler ce genre de choses à travers une nouvelle notion, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais rencontré auparavant, cette question d'involution. Alors permettez-moi de démarrer avec une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une involution? Alors définition, si je me donne E un ensemble, eh bien une involution est une application qui va de E vers E, telle que si je fais I rond I, eh bien j'obtiens l'identité. Voilà ce qu'est une involution. Alors je peux vous donner quelques exemples. Bon, exemple, pour n'importe quel ensemble, je peux considérer l'identité. Donc l'identité, c'est une involution. Ça, c'est un exemple assez évident. Mais d'autres exemples un peu moins évidents, si je prends E égale les réels, eh bien l'application qui a x associe moins x, ben ça c'est une involution. Si je regarde l'ensemble des nombres complexes, et que je regarde l'application qui a z associe le conjugué de z, ben ça aussi c'est une involution. Donc voilà ce qu'est une involution. C'est une application telle que si je le fais deux fois, ça donne l'identité. Bon, et donc tout l'enjeu de cet exercice, c'est de dénombrer le nombre d'involutions qu'on peut avoir pour un ensemble à n éléments. Ok, alors avant de vous donner ce plan d'attaque, je vous invite, si vous voulez, là c'est vraiment, si vous avez envie d'y réfléchir un peu avant, je vous invite à faire une pause et puis à essayer de vous avancer un petit peu dans cet exercice, donc essayer de dénombrer les involutions dans un ensemble à n éléments, avant que je ne vous donne donc ce plan d'attaque. Ok, alors j'espère que vous aurez quand même essayé, juste pour découvrir un petit peu à quoi ça peut ressembler comme exercice. On se rend compte normalement assez rapidement que ce n'est pas un exercice simple du tout. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, le type de formule qu'on va obtenir pour dénombrer les involutions ne va pas être simple du tout. Mais voilà, on voit tout de suite, l'idée c'était que vous rentriez déjà dans la petite difficulté de vous rendre compte que voilà, c'est pas un exercice simple du tout. Donc voilà le plan d'attaque que je vais vous proposer. La première chose que je vais vous demander est la suivante. Si on note, on ne lui a pas donné de notation pour l'instant, en notant IN, le nombre d'involutions dans un ensemble à n éléments, d'ensemble à n éléments, montrer que IN plus 2 est égal à IN plus 1 plus N plus 1 IN. Voilà, ça c'est une première relation intéressante à mettre en avant. Ok, et de cette relation, définir I0. Donc définir la valeur, ça va être utile pour la suite, de I0. Donc sachant que ça ne fait pas beaucoup sens de parler de I0 par rapport à l'exercice, mais ça peut faire sens par rapport à la relation que doit vérifier la suite IN. Donc voilà, alors deuxième partie de l'exercice, on va étudier, donc là c'est là où on rentre dans plutôt la deuxième année de classe préparatoire, on va regarder une série entière, donc soit I de x égale la série pour n allant de 0 à l'infini de IN sur n factoriel de tout fois x puissance n. Donc là on a une série entière, on demande à montrer que que la fonction i est bien définie
et quel est C infini sur l'intervalle moins 1, 1. Donc voilà, hein, ça c'est un truc assez classique de série entière. Troisièmement, établir une équation différentielle du premier ordre vérifiée par la fonction i. Et enfin, quatrième, résoudre cette équation et conclure ce que vaut IM. Donc voilà l'exercice que je vous propose, un peu plus établi. Alors cet exercice peut faire écho à deux types d'exercices qu'on a déjà fait avant. On avait déjà attaqué un exercice avec les nombres de Bell, et je vous avais dit rapidement, sans rentrer dans tous les détails, il me semble peut-être un petit peu, mais je ne pense pas être rentré dans absolument tous les détails. Je vous avais dit que pour les nombres de Bell, on pouvait travailler avec les séries entières de cette forme et établir une expression, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça, mais explicite, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de donner sous la forme d'une série le résultat des nombres de Bell. Donc ça c'était un précédent exo de colle que je mettrai en lien dans la description, je ne me souviens pas du numéro, mais je le mettrai en description. Et puis il y avait un autre exercice plus tourné sur la combinatoire où il fallait utiliser la méthode symbolique pour essayer de déterminer une équation vérifiée par certaines fonctions liées encore une fois à des objets combinatoires. Donc je vous avais fait l'exemple notamment des chemins de Dick, et je vous avais fait aussi un autre exemple, l'exemple des partages, donc les partitions d'entiers qui étaient liées à un sujet de concours de classe prépa. Donc pour vous montrer qu'on pouvait établir le type de formule qui était demandé, je crois que c'était pour un sujet de centrale, peut-être il y a 2 ans, et bien dans un sujet de centrale, il y avait une question de partage d'entiers, et peut-être pas il y a 2 ans, peut-être que c'était l'année dernière. Bon, enfin bref, voilà, c'est vraiment... je pense que ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil, en plus de regarder cet exercice, parce que y jeter un coup d'œil, vous verrez des choses assez similaires par rapport à ce qu'on va faire là, parce qu'en fait ce sont les méthodes classiques de combinatoire. Et je pense que là c'est vraiment l'occasion de voir plus en détail comment marche cette méthode combinatoire, où on a une relation à établir, puis on a, en utilisant cette relation, on a la possibilité d'étudier une série entière et même carrément de la calculer grâce à une résolution d'équations différentielles. Donc, je pense que ça peut être l'occasion, sur un exemple plus simple que les nombres de Bell, de voir un petit peu ce qui se passe. Bon voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel concernant le plan d'exercice que je vous propose. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire une pause pour essayer de résoudre cet exercice, faire les exercices point par point par vous-même, avant que je ne vous donne donc la résolution complète. Ok, alors on est parti pour la résolution de cet exercice, et on va partir avec le premier point. Premier point qui est tout à fait faisable en première année de classe préparatoire. Là, la difficulté, c'est de bien comprendre comment se comporte une involution, et donc comment on construit finalement une involution sur un ensemble à n plus 2 éléments, et essayer d'établir les liens avec des involutions sur n plus 1 élément, ou sur des involutions à n éléments. Bon. Donc l'idée c'est ça, pour essayer de dénombrer, on va se dire, ok, comment on construit une involution sur un ensemble à n plus 2 éléments. Donc on veut construire une involution sur l'ensemble qu'on va expliciter de 1 jusqu'à n plus 2. Parce qu'un ensemble à n plus 2 éléments, on peut attribuer des étiquettes au n plus 2 éléments, et ça revient vraiment à regarder l'ensemble 1 n plus 2. Bon, alors pour construire cette involution, il faut se poser la question, vers quoi est-ce qu'on envoie n plus 2 ? Et on a 2 choix possibles. Donc on veut construire une involution qu'on va appeler i, et on a 2 choix possibles. Soit on décide que l'image de n plus 2, c'est n plus 2. I de n plus 2 égale n plus 2.
Et dans ce cas-là, il nous reste à construire une involution sur le reste, en fait, sur l'ensemble 1n plus 1. Donc reste à construire une involution sur l'ensemble 1n plus 1. En effet, puisque on veut que i rond i fasse l'identité, pour n plus 2 c'est évident, mais pour ce qui reste ici, bah, il faut choisir une involution dans cet ensemble-là. Bon. Donc voilà, très bien, ok, donc ça c'est le premier point, et donc choisir une involution là-dedans, c'est donc une involution dans un ensemble à n plus 1 éléments. Ou alors, bah, l'image de n plus 2, c'est pas n plus 2. Donc l'image de n plus 2, on peut dire que c'est égal à k, avec k qui appartient à 1 n plus 1. Alors, comme i est une involution, on peut tout de suite dire que l'image de k, ça doit être n plus 2. I de k, c'est égal à n plus 2. Et cela permet de dire tout de suite que si je regarde l'ensemble des éléments de 1 à n plus 1 en enlevant k, faire l'image de i par un élément là-dedans, ça doit rester dans un élément là-dedans. Donc dans l'ensemble, en enlevant k. Donc au final, construire une involution qui vérifierait cette propriété, ça veut dire que bon, bah, je dois d'abord poser l'image de n plus 2, puis une fois que j'ai posé l'image de n plus 2, il faut que je prenne une involution sur le reste, donc c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments de 1 à n plus 1 en enlevant k. Donc il reste à construire une involution sur l'ensemble 1 n plus 1, mais j'enlève k. Puisqu'encore une fois, je veux que i rond i fasse l'identité. Et ça doit marcher ici, dans cet ensemble-là. Bon voilà, bah, ce sont les deux seuls cas possibles. Hein. Soit l'image de n plus 2, c'est n plus 2, soit l'image de n plus 2, c'est pas n plus 2. D'accord ? Et donc, bah, avec ces deux cas, je dois être capable de dénombrer les involutions de n plus 2 ensemble. Et en effet, grâce à cette relation, je me rends compte que déterminer le nombre d'involutions sur un ensemble à n plus 2 éléments, bah, ça va être égal à déterminer le nombre d'éléments qu'il y a dans l'union suivante. Donc on va avoir une union, tout d'abord les involutions de 1 n plus 2, les involutions i de 1 n plus 2 telles que i de n plus 2 c'est n plus 2, union, donc on a ça, union les involutions i de 1 n plus 2 tel que i de n plus 2 est différent de n plus 2. Cette union étant disjointe, faire le cardinal d'une union disjointe, ça donne une somme. Donc au final, on se retrouve avec le nombre d'involutions là-dedans, mais le nombre d'involutions là-dedans, on se rend compte que, grâce à ce que j'ai dit ici, qu'il suffit maintenant de donner une involution sur l'ensemble 1 n plus 1. Donc ça revient finalement à calculer i n plus 1. Maintenant ici, bah là j'ai le choix sur l'image vers lequel je vais envoyer in plus 2, donc je pourrais très bien dire, bah ça va être in plus 1 plus une somme pour k allant de 1 à n plus 1 du nombre d'involutions i tel que bah, i de n plus 2 c'est égal à k. Ok, parce que bon bah si je dis que in plus 2 c'est différent de n plus 1, bah, de n plus 2, bah, ça peut valoir n'importe quel autre élément entre 1 et n plus 1, comme je l'ai dit plus haut. Mais par conséquent, dans ce cas-là, je me rends compte qu'il va falloir maintenant choisir une involution sur un ensemble à n éléments. Donc l'ensemble de 1 jusqu'à n plus 1 sauf k. Donc j'enlève k. Donc du coup ça fait n éléments. Donc ça veut dire que le nombre d'éléments qu'il y a là-dedans, c'est exactement in. Donc ça, c'est égal à in. Tout le temps. Et donc par conséquent, vous faites une somme pour k allant de 1 à n plus 1, bah, ça vous donne n plus 1 fois in. Donc ça fait exactement la relation attendue. Et voilà. Je viens donc d'établir la relation de récurrence que l'on souhaitait. Alors, autre remarque que j'aimerais faire, on n'était pas obligé de passer par cette somme, vous pouvez juste dire que construire une involution où n plus 2 est différent de n plus 2, ça veut dire qu'il faut choisir l'élément image de n plus 2.
Donc choisir, on a combien de choix? On en a n plus 1. Donc une fois qu'on a choisi cet élément-là, après, il faut choisir une involution. Ce choix est complètement indépendant du choix de k. Donc, pour compter le nombre d'involutions où n plus 2, l'image de n plus 2 n'est pas n plus 2, eh bien, il suffit de faire la multiplication de n plus 1 qui correspond au choix de k, compris entre 1 et n plus 1, qui sera l'image de n plus 2, avec le nombre de choix qu'on aurait pour une involution sur un ensemble à n éléments. Donc voilà, on peut l'expliquer autrement, cette relation, enfin cette chose-là. Bon voilà, je viens donc d'établir la relation de récurrence. Alors maintenant, on me demande rapidement de dire que vaut I0 à partir de cette relation. Bon ça c'est pas très dur non plus. Mais pour se rendre compte de ce que c'est, il va falloir quand même compter les premiers éléments. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire dès le début. Quand on a du mal à comprendre un énoncé, quand on veut comprendre ce que ça veut dire une involution, là c'est un nouveau terme technique que vous n'avez peut-être pas rencontré avant, eh bien, il faut faire des exemples pour essayer de se rendre compte de ce qui se passe. Donc prendre n égale 1, n égale 2, n égale 3, c'est les premiers réflexes qu'il faut avoir. Donc là, en l'occurrence, si je prends n égale... Donc là, si je veux avoir I0, on voit qu'on peut prendre n égale 0 dans la relation, et ça me donnera I2 qui doit être égal à I1 plus I0. Donc ça me donne cette relation-là, puisque n plus 1, ça donne 1. Donc je vais avoir cette relation-là. Et I1, alors ça veut dire que je dois déterminer toutes les involutions d'un ensemble à un élément. Si je regarde les fonctions qu'il y a pour un ensemble à un élément, j'ai que ça. J'ai que la fonction qui va d'un élément vers lui-même. Donc I1, il vaut 1. Et maintenant, si je regarde I2, là j'ai deux possibilités de bijection, puisqu'on se rend vite compte que si on veut une involution, il faut que la fonction qu'on choisisse soit bijective. Ça va être important pour la deuxième partie de cet exercice, le deuxième point de cet exercice. Donc là, j'ai soit la possibilité de faire ceci, donc faire l'identité finalement, ou alors je peux très bien faire ceci. Donc ça me donne deux possibilités, I2 égale 2. Donc ça veut dire que I0 vaut 1. On peut poser I0 égale 1, même si en soi, ça n'a pas beaucoup de sens de le faire sur un ensemble vide, mais on pourrait dire que c'est une convention. Comme dans d'autres études de suite ou de dénombrement, ça arrive très souvent qu'on dise que en 0, ça fait 1. Ça arrive très souvent. Bon, très bien, maintenant que j'ai dit ça, on va pouvoir travailler la série entière. Et donc, le but du jeu est de montrer qu'elle est bien définie et qu'elle est C infini sur l'intervalle moins 1, 1. Alors, pour faire cette chose, c'est pas très difficile. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez une série entière, donc ce qu'il suffit de faire, c'est regarder les coefficients de cette série entière. Et comme je viens de le dire, IN, ça fait, une involution, c'est en particulier une bijection. Donc ça veut dire que le nombre IN se doit d'être plus petit que le nombre de bijections, qui est n factoriel. Et ça va nous simplifier la vie. Donc en effet, comme une injection, une involution, pardon, pas une injection, une involution est une bijection, on a que IN doit être inférieur ou égal au nombre de permutations, qui est n factoriel. Et donc IN sur n factoriel, c'est divisible on divise par n factoriel, ça me donne 1. Et quand on a des inégalités sur les coefficients de série entière, ça va donner des inégalités par rapport au rayon des séries entières en jeu. Donc là notamment le rayon de la série entière, donc x puissance n, n allant de 0 à l'infini, son rayon on sait qu'il vaut 1. Mais comme on voit que le coefficient A1 est plus grand que le coefficient pour la série entière de I, eh bien on se rend compte que le rayon de la série entière de I se doit d'être plus grand que le rayon de la série entière x puissance n. Donc on va avoir ceci. X puissance n, n allant de 0 à l'infini. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on peut donc maintenant affirmer que la série est bien définie sur moins 1, 1 et qu'en plus de ça, elle est C infini en tant que série entière, de rayon plus grand que 1. Donc I est bien définie et est C infini sur moins 1, 1 comme étant
une série entière de rayons supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc ça fait partie des propriétés de cours sur les séries entières. On sait d'office qu'une série entière elle est C infini sur son rayon de convergence, donc moins RR. Ouvert. Bien, donc ça veut dire que les calculs qu'on va faire ont un sens, quitte à choisir X entre moins 1 et 1. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on demande à établir, alors d'ailleurs au passage, je l'ai déjà dit, mais travailler des séries entières pour les dénombrements, c'est vraiment quelque chose de classique. Et parfois on s'embête pas forcément, donc ça je l'ai pas dit, mais parfois on s'embête pas forcément à savoir si la série est bien définie quand on fait de la combinatoire. Bon, ici, c'est juste pour que ce soit le plus propre possible, et comme on est en classe préparatoire, on se doit de travailler des séries qui ont un sens. Mais à savoir que quand on fait de la recherche en combinatoire, des choses comme ça peut arriver qu'on étudie des séries dites formelles, qui n'ont pas forcément un rayon de convergence non nul, et bon voilà, juste qui font sens par rapport au dénombrement, mais qui ne font pas forcément sens par rapport à l'analyse. Ici, là c'était juste pour avoir une justification que cette chose-là a un sens de manière analytique. Donc on peut vraiment dire que ça vaut quelque chose en particulier. Voilà. Bon bref, maintenant que j'ai dit ça, on peut rentrer un peu plus en détail et établir une équation différentielle du premier ordre vérifiée par la fonction i. Pour cela, vous vous doutez bien, on va devoir utiliser la relation de récurrence vérifiée par la suite i. 3. Alors il faut se souvenir comment on dérive une série entière, c'est pas dur. Dériver une série entière, ça revient à dériver les termes au milieu. C'est un cas particulier d'une série de fonctions, hein. Et normalement les séries de fonctions, ça doit vérifier quelques petits critères pour pouvoir faire de la dérivée sous le signe somme. Là pour les séries entières, c'est automatiquement vérifié tant qu'on travaille dans le rayon de convergence. Donc pour x dans l'intervalle moins 1, 1, on va pouvoir dire la chose suivante. On va pouvoir dire que i est dérivable, puisqu'elle est C infini, et donc on peut calculer sa dérivée. Donc i' de x, et la dérivée, c'est donc tout simplement somme pour n allant de 0 à l'infini de i n plus 1 sur n factoriel xn. D'accord, alors pourquoi c'est vrai? Pensez à la dérivée, donc si on dérive ici, on va avoir du n sur n factoriel x puissance n moins 1, n sur n factoriel, ça donnera du n moins 1 factoriel. Cette série commencera à n égale 1 jusqu'à l'infini, et on peut faire un changement d'indice afin de se ramener à in plus 1 sur n factoriel fois x puissance 7, comme je l'ai écrit là. Bon, alors on m'a dit qu'on doit établir une équation différentielle du premier ordre, donc ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller plus loin que la dérivée. Par conséquent, je vais devoir utiliser une relation de récurrence à partir déjà de in plus 1. Et donc pour établir cette relation de récurrence, je vais juste devoir modifier un petit peu cette relation de récurrence d'ordre 2 en commençant par in plus 1. Donc si je commence par in plus 1, on va avoir, je vais effacer un petit peu, on va avoir la relation suivante. Hop. Donc ça c'est égal à la somme pour n allant de 0 à l'infini de i, donc in plus n fois in moins 1 sur n factoriel xn. Ok. Puis la série, je la découpe. Donc, je me retrouve avec la somme pour n allant de 0 à l'infini, in sur n factoriel xn, plus... Alors là, le fait d'avoir un fois n ici fait que la somme peut commencer à n égale 1. C'est pas gênant. Donc somme pour n allant de 1 à l'infini, de in moins 1 sur... là, le n sur n factoriel donnera n moins 1 factoriel xn. Et donc, quitte à faire un petit changement d'indice, on se rendra compte que cette partie-là, c'est très proche de i de x aussi. Donc là, on a i de x exactement. Le premier terme, c'est bien i de x. Et le deuxième terme, c'est en fait lui aussi i de x, mais fois x. Donc en fait, lui, c'est plus x fois i de x. On peut faire un petit changement d'indice pour s'en rendre compte, en reposant n égale 0 jusqu'à l'infini, et on aurait in sur n fois x puissance n plus 1. Donc voilà, ça veut dire alors que l'équation différentielle que vérifie la fonction i est la suivante. I' de x est égal à x plus 1 fois i de x. Bon, dernière question, on demande de résoudre cette équation différentielle et de conclure ce que peut valoir in. Bon, là on a une équation différentielle, je pense que c'est assez simple, là on a une équation du premier ordre.
Donc résoudre une équation du premier ordre, ça va tout seul. On a alors que I de x, ça doit être égal à une constante, en plus il n'y a pas de second membre, hein. Donc c'est égal à une constante fois exponentielle d'une primitive de ce qu'il y a ici. Il n'y a pas besoin de mettre à moins, hein, parce que c'est déjà écrit dans la bonne forme. Donc on fait une primitive de ce truc là et ça nous donne x carré sur 2 plus x. Donc là on a x carré sur 2 plus x. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que vaut la constante si on veut vraiment que ça fasse i de x? Eh bien, on n'oublie pas que i de 0 vaut 1. Hein, c'est là où c'était important, et c'est là où on voit vraiment l'importance d'avoir donné la valeur de i0. Je vous rappelle que i0 vaut 1. Et i0, bah, c'est exactement la valeur de la fonction i en 0. Donc là, si je remplace x par 0, bah, i de 0, ça vaut k. Donc je vois que k doit être égal à 1. Voilà, ça va tout seul, très bien, super. Donc k égale 1, ok? Alors maintenant, je vais effacer une partie. Et donc on arrive à conclure, et là c'est ça qui est super joli, et ça arrive beaucoup de fois hein, quand on fait de la combinatoire, et là les chemins de Dicke, les fonctions, la suite de Bell, des trucs qu'on a déjà vus aussi ensemble, ça arrive très souvent de tomber sur une fonction qu'on peut calculer. Hein. Donc là on a une jolie fonction, donc on se rend compte que i de x, c'est donc exponentielle de x carré sur 2 plus x. Maintenant la question est, bah, j'aimerais bien déterminer, en déduire la valeur de in. Pour en déduire la valeur de in, on se rend compte que ce qu'il va nous falloir faire, c'est de redévelopper en série entière ce truc. Mais pour développer ce truc en série entière, on ne va pas avoir d'autre choix que de devoir faire un produit de Cauchy. C'est là où c'est aussi très intéressant et assez subtil comme exercice, c'est que si on veut vraiment trouver les coefficients devant les x puissance n, on va être obligé de devoir faire de la série de Cauchy, donc des produits de Cauchy. Alors le produit de Cauchy qui se cache derrière ici, c'est tout simplement x carré sur 2 fois exponentielle x. Voilà le produit de Cauchy qui se cache. Donc la première série, je peux l'écrire comme somme pour n allant de 0 à l'infini de x puissance 2n sur 2n factoriel. J'ai oublié d'ailleurs de mettre un divisé par 2, donc il doit y avoir aussi un... Pourquoi j'ai mis 2n factoriel? Je ne sais pas, c'est n factoriel normalement. Donc ça fait x puissance 2n sur 2 puissance n fois n factoriel. Voilà, c'est ça que ça fait, hein. Attention. Et pour l'autre, ben on a somme n allant de 0 à l'infini, donc de x puissance n sur n factoriel. Le produit de Cauchy peut très bien se faire quand x est compris entre moins 1 et 1, puisqu'on a affaire à des séries entières encore de rayons plus petits que 1 strictement, et les fonctions ici en jeu sont c infini, blablabla. Bon bref, on est dans les bonnes conditions pour pouvoir faire le produit de Cauchy, donc je le fais. Et le produit de Cauchy va me donner la chose suivante. Hop. Donc, pardon, alors le produit de Cauchy, en utilisant les formules de produit de Cauchy, on obtient le résultat suivant. Somme pour n allant de 0 à l'infini. On va avoir du x puissance n, et il faut se poser la question, comment je peux avoir du x puissance n? Alors il faut faire attention ici, les x puissance 2n, ce sont des termes à puissance paire. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Si on fait attention à ça, on peut se dire, ok, comment je peux avoir un x puissance n ici, par rapport aux puissances qui sont ici? Ben, il va falloir avoir un 2 puissance k, et puis ici avoir un n-2k. D'accord, hein, si je veux que je retrouve x puissance n en développant, il faut se poser cette question, ok, ben, je peux prendre un 2 puissance k, enfin un 2k ici, et ici un n-2k. Donc si je pense comme ça, ben, les valeurs de k, on ne peut pas les prendre n'importe comment, parce que je ne dois pas dépasser x puissance n. On se rend compte alors qu'on va devoir faire une somme pour k allant de 0 à la partie entière de n sur 2. Puisque bon, bah, si je dépasse cette partie entière, ce qui va se passer, c'est que 2 fois k, donc 2 fois quelque chose qui est plus grand que la partie entière de n sur 2, bah, ça donnera quelque chose qui est plus grand que n. Donc du coup, on dépasse la puissance. Donc k va aller de 0 jusqu'à la partie entière de n sur 2. Qu'est-ce que j'ai comme coefficient ici? Bah, j'ai 2 puissance k et j'ai k factoriel. Et puis qu'est-ce que je vais avoir pour coefficient ici? Bah, je vais avoir n-2k factoriel, hein, comme je l'ai dit, puisque la puissance ici, je dois avoir n-2k. Donc ici, je vais avoir n-2k factoriel. Et voilà, le développement en série entière fait grâce
au produit de Cauchy. Et maintenant que j'ai ce développement série entière, je peux faire coïncider les deux développements série entière que j'ai. J'ai celle-ci, un peu plus explicite, et j'ai celle-ci, un peu moins explicite, mais je sais que les deux séries entières sont les mêmes, donc ça veut dire que les coefficients dans ces séries entières sont les mêmes. Par conséquent, je peux écrire alors que IN sur n factoriel est égal à la somme pour n allant de 0 à l'infini de... pas à l'infini, qu'est-ce que je raconte moi, la somme pour k allant de 0 à la partie entière de n sur 2, c'est le coefficient en x puissance n que je veux faire, de 1 sur 2 puissance k, k factoriel, n moins 2k, de tout factoriel. Et donc on en déduit alors que IN c'est égal à... Alors si on... Ouais, bon, il n'y a pas vraiment de coefficient binomial, donc je ne vais peut-être pas écrire comme ça, je vais juste multiplier par n factoriel le résultat. Donc j'ai ceci sur 2, 1 sur 2 puissance k, k factoriel, n moins 2k factoriel. Et voilà qui conclut l'exercice. Puisque bon là, calculer cette somme, c'est pas trop possible. Même en jouant peut-être avec des coefficients binomiaux, peut-être que vous pensez à ça, c'est pas trop possible, malheureusement. Donc on peut pas vraiment s'en sortir avec cette série. Alors on pourrait aller plus loin, éventuellement, on pourrait aller jusqu'à donner un comportement asymptotique de IN sur n factoriel, grâce à des formules de Stirling ou des trucs du genre. Bon, c'est pas évident encore à mettre en place, parce qu'on a des séries qui se cachent derrière, mais on pourrait éventuellement avoir une étude un peu plus fine de comment se comportent les coefficients qui sont ici, grâce au fait qu'on a la fonction explicite par rapport à cette question de série génératrice, c'est vraiment le nom, série génératrice exponentielle de la suite IN. Donc on pourrait étudier un petit peu plus cette fonction pour comprendre le comportement des coefficients qui sont ici, et grâce à ça, donc en déduire un comportement asymptotique de IN sur n factoriel. Je ne vais pas le faire, mais on pourrait aller plus loin. Mais voilà, cette somme-là, malheureusement, on ne peut pas la calculer. Je vous invite à vous amuser à vérifier pour les premières valeurs de n que ça marche bien, et à vous amuser aussi à vérifier que probablement le n factoriel ne permet pas de simplifier totalement les fractions qui sont en jeu, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il pourrait y avoir encore des fractions dans la série à cause du 2 puissance k, je pense, en l'occurrence. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. Bon, je sais plus si ça donne que des entiers à chaque fois en simplifiant par n factoriel. Mais là, comme ça, j'ai un petit doute. Donc ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que ça donnerait. Et voilà, je vous invite à faire les exemples pour n égale 1, n égale 2, n égale 3. Puisque I3, vous pouvez le calculer également, c'est pas très dur. Ça peut être intéressant aussi si vous n'avez pas encore tout à fait compris ce que ça veut dire avoir une involution, même si j'espère que là, à travers l'exercice, déjà vous avez un peu mieux compris ce que c'était avoir une involution. Mais voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire concernant cet exercice, ça fait déjà pas mal de choses à dire. Alors comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cet exercice ou par le contenu de la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Encore une fois, comme d'habitude, je risque de me planter. Alors ici, c'est pour me soutenir. Ici, c'est pour vous abonner et ne pas oublier d'activer la clochette pour avoir les dernières news concernant la chaîne. Et puis, vous avez 2 nouvelles vidéos qui vont s'offrir à vous pour continuer à parcourir la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne suite de semaine et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!